Bienvenue dans Comme toujours, votre rendez-vous hebdomadaire pour prendre du recul sur les images qui ont fait l'actualité ces derniers jours. Au travers du prisme de la communication, nous allons tenter de décoder, de lire entre les lignes parce que ne l'oublions pas, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Au sommaire, cette semaine, le film d'un échec du congrès de novembre au renoncement de mercredi, retour sur 4 mois et demi de communication chaotique pour l'exécutif autour de la déchéance de nationalité. Nous décrypterons étape par étape, applaudissements, déchirements, puis enterrement. La primaire à droite, exercice de style avec une 11e candidature, celle de Geoffroy Didier. C'est une 11e manière de s'annoncer. Comment le dernier prétendant en date s'y est-il pris? Comment s'était mise en scène NKM, Bruno Le Maire ou encore Alain Juppé avant lui? Nous décortiquerons ces séquences clés dans une campagne. Et puis une mobilisation nouvelle génération. Les jeunes étaient de retour dans les cortèges ce jeudi contre la loi travail. Image toujours redoutée par les exécutifs. Avec un leader qui s'impose dans les médias et un nouvel atout des réseaux sociaux en soutien à la rue. Et avec nous, Jacky Isabello, bonsoir. Bonsoir Julien. Vous êtes fondateur de Coriolink. Patricia Balme avec nous également, bonsoir. Bonsoir. Présidente du cabinet PB Com International. Et puis Nicolas Boudot qui est resté avec nous, bonsoir. Bonsoir. Associé du cabinet Tilder. Chronique donc d'une réforme enterrée. François Hollande a renoncé à la déchéance de nationalité et au Congrès. Il a clos ce mercredi une longue et douloureuse parenthèse qui aura divisé la classe politique et déchiré son propre camp. Quelles images resteront? Quelles ont été les erreurs de communication? On remonte le fil dans Comme toujours. Acte 1, d'abord, l'annonce. La France est encore sonnée, marquée par l'horreur. Nous sommes 3 jours après les attentats. Le chef de l'État a réuni le Parlement en congrès à Versailles. On voit ce décor, on voit le discours, la stature du chef de l'État. On est vraiment là-dedans, quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, qui est dans son costume d'homme d'État, Jacky Isabello. Est-ce que c'est pas une erreur politique tout simplement? Vous savez, nous, très modestement, notre métier provient d'un terme latin que je ne vais pas forcément raconter ici, et puis on essaye de mettre des émetteurs et des récepteurs en relation. À partir du moment où nous n'arrivons même pas à définir le périmètre des émetteurs, puisque vous l'avez vu, à la différence de ce qui a pu se passer à l'époque de Jacques Chirac ou d'autres réformes contestées, là c'est le camp qui est émetteur, qui lui-même conteste le message, la posture, la tonalité, la conduite à tenir et la suite à envisager. Donc à partir de ce moment-là, déjà, autant vous dire que le rallye est déjà bien pourri d'avance, si vous voyez ce que je veux dire, Julien. Enfin là, on a tout de même des applaudissements à la fin de cette séquence. On a l'image d'une nation unie. On peut parler de séquence réussie, Patricia Balme? Non, séquence complètement ratée, surjouée. Nous, comme vous disiez, de toute façon, on est là pour mettre en scène un message. C'est ça la communication politique. Mais on ne peut pas surjouer un message. Et là, on a vu un monarque arriver à Versailles, qui passait dans une allée entre des gardes républicains. Cette longue allée, un monarque. Enfin, il y avait la caméra, peut-être un travelling, enfin on était au cinéma. Tout ça, c'est formidable pour annoncer le grand soir d'une réforme constitutionnelle. Il se trouve que ce grand soir est devenu un tout petit matin rétréci. Et là, la com est ratée. Voilà pourquoi. Parce qu'à l'arrivée, c'était pas une révision constitutionnelle, c'était pour ou contre la déchéance de nationalité. Et tout a été mal préparé. Sans pédagogie. La communication, c'est aussi une campagne explicative. Il y a le SIG du gouvernement qui est là pour informer, pour expliquer, pour préparer les réformes, pour qu'elles soient votées après, pour que les Français l'admettent. Donc tout a été mis à l'envers, grandiloquent, tapis rouge. Et pourtant, à l'époque, on a le sentiment à l'époque que les Français, eux aussi, applaudissent comme les restes des parlementaires, Nicolas Boudot. Oui, parce qu'au départ, on est dans l'émotion des attentats du mois de novembre, et donc finalement, la nation fait corps derrière le chef de l'État. Le problème, c'est que l'émotion, ça ne dure pas, ou alors il faut essayer de l'entretenir. Et quand on est passé de cette phase d'émotion à une phase de raison, parce qu'il s'était écoulé beaucoup de temps entre cette annonce et puis sa mise en œuvre, eh bien, on s'est rendu compte finalement que l'opposition majoritaire au président de la République, elle était d'abord dans son propre camp. Finalement, lui est sorti
sa tranchée pour monter au combat, et puis on lui a tiré dans le dos. Et à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus avancer, et on arrive au résultat d'hier finalement. Au début, c'était plutôt une réussite, parce que l'émotion était là. Quand on passe de l'émotion à la raison sans phase d'explication, eh ben on se retrouve dans une situation impossible. Et on arrive déjà à l'acte 2. Vous parlez de ce mécontentement dans son propre camp. Acte 2. La rupture, après avoir multiplié les critiques, les attaques contre son propre camp, Christiane Taubira claque la porte, départ à vélo et en grande pompe, on peut tout de même le dire, du ministère de la Justice le 27 janvier. On va écouter la garde des Sceaux qui quittait ses fonctions. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Désaccord politique majeur qui est acté dans cette séquence. On a entendu les applaudissements pour Taubira qui sonnent presque comme des huées pour le gouvernement, Jacky Isabello, à ce moment-là. C'était une fin assez attendue. Rappelez-vous, tout le monde était quand même très désarçonné. Vous-même, les journalistes, à un moment, vous avez dit « Non, on ne va pas se faire avoir. On a compris la stratégie. Quelqu'un fait le good cop, le bon flic, l'autre fait le bad cop. Et puis, au bout d'un moment, vous avez dit « Non, en fait, pas du tout. En fait, ils ne savent pas du tout ce qu'ils font et ils ne sont absolument pas d'accord entre eux. » Donc là où Christiane Taubira a été assez fine et maligne, après s'être mise en retrait et n'ayant pas pu pendant très longtemps assumer cet éloignement, elle a joué la carte de la proximité. Vous le savez, dans votre métier, plus on est proche, plus on suscite l'adhésion, l'émotion. Finalement, on convainc par effet rhétorique que ce qu'on dit est vrai. Et là, elle l'a joué parfaitement jusqu'au bout, en mettant des mots qui sont vraiment des mots extrêmement humains, et puis en prenant son petit vélo, sans doute électrique, et pédalant tel quelqu'un qui subit la difficulté, certes de l'exercice du pouvoir, mais aussi l'exercice physique de devoir quitter ce ministère. Tout était plutôt pas mal monté, et c'est un bon point pour elle. Une vraie mise en scène qui est là, une séquence réussie dans la maîtrise de la communication. Pour elle, évidemment. Certainement. Elle s'en va et elle a raison. De toute façon, comme le quinquennat a pris l'eau et qu'elle a déjà un peu les semelles dans l'eau, elle se dit je ne vais pas mettre de l'eau jusqu'au genou et je vais laisser le président avec son quinquennat. Bon, maintenant, c'est vrai que cette grande réforme constitutionnelle pour François Hollande, c'était peut-être le sceptre qu'il pensait avoir dans la main pour sa réélection de 2017. Et là, on voit que le sceptre est tombé à l'eau aussi et que c'est terminé. Donc là, on est dans une fin de règne, une fin de quinquennat, mais qu'il a provoqué lui-même. C'est-à-dire, il s'est tiré une balle dans le pied lui-même en termes d'image et de communication. Et ça, c'est une catastrophe pour lui. D'ailleurs, on se demande maintenant ce qui va se passer pendant un an. Pourquoi pas des élections anticipées, finalement ? Et pour lui, et pour celui qui est associé après, Manuel Valls. Par la suite, c'est l'acte 3, Manuel Valls, qui va monter au créneau, qui va s'associer finalement au destin de cette mesure et peut-être de ce quinquennat. Il défend ici le projet de loi constitutionnel. C'est le 5 février dernier. On va écouter Manuel Valls à l'occasion de cette prise de parole. Ce texte, garant de la légalité républicaine, ne fera ainsi aucune distinction fondée sur la naissance, sur le mode d'acquisition de la nationalité ou sur la détention d'une ou plusieurs nationalités. Alors on a un ton autoritaire, presque péremptoire. Il dit ce texte concernera tous les Français finalement. Est-ce que c'était une erreur, ce pari de dire ce sera comme ça et pas autrement ? C'est facile de répondre oui aujourd'hui avec le regard dans le rétroviseur de la petite histoire. Je ne pense pas que c'était une erreur au moment où ils le font parce que Manuel Valls, par solidarité avec le président de la République, à cet instant, le 5 février, est encore dans une phase positive. Les Français sont encore groggy du mois de novembre et puis l'opposition politique n'est pas encore ultra mobilisée contre le texte. Et puis, il a encore réussi à museler les frondeurs à ce moment-là. Donc, jusque-là, c'est plutôt une bonne séquence politique. C'est juste après, finalement, que la rupture va se consommer en communication et que jamais le couple exécutif ne pourra remonter la pente. Et juste après, quelques semaines plus tard, c'est l'acte 4, la fronde. Avec cette une du Monde datée du 24 février, le réquisitoire de Martine Aubry avec ces mots forts dans le texte, dans la tribune. Trop, c'est trop. Sortir de l'impasse, voilà ce que disent ces frondeurs en quelque sorte. Une simple tribune dans un journal de référence qui peut là se révéler très efficace, plus que la prise de parole devant l'Assemblée presque, Jacky Isabello.
Oui, absolument. La mécanique et la séquence activée dans ce journal que tout le monde connaît, que tout le monde lit, que tout le monde reproduit. Mais je vais vous dire, je ne suis pas persuadé que la prise de position de Martine Aubry, qui n'en était pas d'ailleurs à son coup d'essai, après le ras-le-bol de Macron et autres façons de râler comme ça, qui sont assez fréquents chez elle, c'était tellement le bazar, Julien, que crier sur des gens qui eux-mêmes ne savent pas qui a mal et pourquoi ils crient et ce qu'on est en train d'expliquer, ça n'a pas finalement déclenché grand-chose. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est un choc politique, ça va au moins précipiter la démission de quelqu'un. Elle va marquer un acte d'autorité, et puis surtout, elle va l'endosser derrière. Parce que Martine Delors est un peu trop, depuis tout ce temps, la fille de son diabolique de génie de père. Mais elle râle, et derrière, elle ne fait absolument rien. Et à force de le faire, telle Pierrette et le loup, finalement, ça n'a pas eu l'effet qu'elle aurait pu occasionner si véritablement elle avait poursuivi cette fronde jusqu'au bout. Et ça avait pourtant commencé par les caméras qui étaient évidemment attirées dès ce 23 février, le moment où sort cette tribune. Elle a été donc obligée d'assurer le service après-vente, si je puis dire, devant les caméras, en feignant la surprise. On écoute Martine Aubry. Qu'on ne me dise pas que la déchéance de nationalité, qu'on ne me dise pas que la loi El Khomri, qu'on ne me dise pas qu'aller tacler Mme Merkel, c'est de gauche, ce n'est pas vrai. On est dans le style Aubry, Patricia Balme. À ce moment-là, on se dit que c'est efficace, que ça peut bousculer ce débat sur le... Non, très franchement, elle tire sur une ambulance, 2 ambulances. Trop facile ? Mais bien sûr, elle tire sur François Hollande et Manuel Valls. D'abord, quel intérêt pour elle? Je ne sais pas, elle est candidate à rien. Donc, elle est même plus députée, elle est maire de Lille. Enfin, bon, voilà, elle est au bord de la retraite. Là, franchement, c'est tirer une balle contre son camp. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est médiocre, c'est grotesque et c'est minable. Et peut-être trop attendu quelque part de la part de Martine Aubry, Nicolas Boudot ? Là, le coup de boule n'était pas attendu dans le monde. À ce moment-là, non, mais bon. Pas du tout. Elle avait déjà pris son élan plusieurs fois, comme vient de le dire Jackie, mais là, elle a finalement, avec cette tribune, et puis en ralliant les frondeurs derrière elle, montré à l'opposition de gauche que une critique du texte de réforme constitutionnelle était possible et qu'une victoire de nature politique contre ce texte était possible. Et finalement, c'est elle qui a donné le coup de départ, le coup de feu de départ, et toute la pyramide mise en œuvre par François Hollande et Manuel Valls s'est effondrée juste après. Donc c'est plutôt bien joué de sa part, même si elle n'en tire pas à titre personnel ni à titre politique les fruits. Et c'est ça qui est pour nous trois un peu incompréhensible, c'est-à-dire qu'elle déclenche une phase de destruction, elle fait un coup politique et un coup de communication politique extrêmement puissant et très performant, sans en tirer les fruits derrière. J'ajouterais juste une toute petite chose, c'est que cette réforme, ou cette mesurette, finalement, a divisé le camp du président de la République et du Premier ministre. Il y a quand même un paradoxe. C'est pas l'opposition non plus qui a été vent debout, c'est le propre camp du président de la République. Donc tout ça a été vraiment très très mal joué. Et ça nous amène à l'acte 5, évidemment. C'était hier, après les dernières consultations des présidents des 2 chambres. François Hollande fait donc cette déclaration. On va écouter le chef de l'État. L'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un même texte. Aussi, j'ai décidé, après m'être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel. On va s'arrêter d'abord sur le choix des mots. Clore le débat constitutionnel. Il ne parle pas de renoncement, de retrait. Il essaye d'éviter toute connotation d'échec. Mais là, c'est peine perdue, Jackie Isabello. Le président de la République est soumis à l'analyse immédiate de l'ensemble des médias. Votre métier, vous le connaissez mieux que personne. Fait, analyse, commentaire. Il aurait pu se mettre torse nu, à l'instar des rugbyman sur un calendrier. Il n'aurait pas été entendu, puisque c'est la partie analyse et commentaire que vont réaliser les journalistes qui va prendre la main. Les titres et la titraille, comme Clémenceau l'a baptisé, se sont imposés à tout discours qui aurait pu être construit par le cabinet et porté par le président de la République. Donc, qu'il dise quelque chose ou qu'il ne dise rien, il ne sera pas du tout entendu. Et qu'il essaye de changer le terme d'échec par l'autre terme de clore, que les autres lui diront, comme le Figaro l'a fait ce matin, que c'est une
diabolique, déculottée qu'il s'est prise. Et illustration de ce que vous dites, on va retenir l'image avant les mots. Regardez ce que cela donnait dans la presse ce matin. La même image, c'est très frappant, retenue par tous les quotidiens. Le même cliché en une de La Croix, du Figaro, du Parisien, également de 20 minutes. On le retrouve également en page intérieure du Monde, de Libération, des Échos. Cette même photo. Pourquoi, selon vous, Patricia Balm, ce choix unanime ? Ce choix unanime parce que c'est juste un échec total pour François Hollande. Il a eu beaucoup de chance, les journaux ne sont pas sortis ce matin. Il a eu beaucoup de chance, il y a eu de la pluie aujourd'hui. Donc il a finalement un peu de baraka quand même. Simplement, dans sa déclaration d'hier derrière son pupitre, il a un mot qu'il répète à chaque fois. J'ai décidé. Parce qu'il pense qu'avec cette expression, j'ai décidé, il va encore apparaître encore avec un peu d'autorité. Un peu de hauteur, peut-être ? Oui, un peu de hauteur. Disons que c'est les chambres c'est moi qui suis à la manœuvre. Puis finalement, j'ai décidé, il n'a pas décidé. Parce que cette fois, ça a été retoqué et c'était pas sa volonté. Un dernier mot, c'est la meilleure image pour conclure et résumer peut-être ces 4 mois et demi de débat, Nicolas Boudot ? Cette photo, oui. Sans faire d'analyse d'image bas de gamme, on voit un président qui va de droite à gauche, alors que quand on progresse, on va de gauche à droite. Bravo. C'est donc la démonstration par l'image que c'est un recul. Ce sera le mot de la fin. On va passer à un autre sujet, toujours de la communication politique. On passe dans le camp de droite avec la primaire. Avec un nouveau candidat en piste pour cette primaire des Républicains, c'est le Benjamin de la course, c'est Geoffroy Didier. Il a 39 ans, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, cofondateur de la droite forte. 11e candidature officiellement lancée. Nous avons vu depuis près de 2 ans maintenant défiler ces annonces. Nous avons voulu nous pencher donc sur la manière dont les prétendants se déclaraient. On commence donc par Geoffroy Didier. C'était mardi dans un quotidien gratuit, Direct Matin. On va voir cette une, c'est une exclusivité de Direct Matin. De choisir un quotidien gratuit distribué dans les transports, par exemple. D'abord, ce choix, ça fait proche des Français ou ça fait cheap plutôt, Jacky Isabello ? Alors, très parisien, puisque c'est de la presse dite gratuite, même si le terme technique n'est pas tout à fait adapté, qui s'adresse aux Français. Ces Français qui sont assez proches, si on faisait de l'analyse en termes de marketing politique, de cette droite forte que Didier et Guillaume Pelletier ont construit en 2012 à l'époque. Juste pour faire un peu de provocation, puisque vous avez parlé de presse, vous savez quelle a été la grande mesure de M. Didier en 2012. Ça a été de dire qu'il faudrait imposer des quotas de journalistes de droite à la télévision et à la radio. Ça, je me permets de vous le rappeler. Voilà, une mécanique soi-disant moderne. On en est au 11e candidat. La séquence des inscriptions s'achèvera le 21 septembre. Et puis ensuite, on devra montrer ces 20 parrainages parlementaires, 250 élus, 30 départements, etc. Ils ne sont pas... Pour rentrer pendant 2 mois dans une vraie campagne. Et je pense que c'est à celle-là qu'il faudra s'attarder, sur celle-là qu'il faudra s'attarder. Moi, j'ai fait un pari, je me suis dit une quinzaine de candidats. Je ne sais pas quel est votre avis, puisque pour l'instant, tout le monde peut se présenter. On est bien parti. On va voir comment cela se passe. Ensuite, il y a l'interview papier. Ensuite, ce sont les médias audiovisuels qui défilent. On retrouve Geoffroy Didier sur RTL. J'ai effectué plusieurs centaines de déplacements sur le terrain en plusieurs années. Et à chaque fois, j'ai vu à quel point les Français ressentent l'urgence d'une relève. Et j'estime que je me dois les écouter. Le Benjamin qui joue la relève, qui parle de la société civile également, Patricia Balm, il est dans son Écoutez, rôle. Il est très, très, très mignon ce garçon. Moi, voilà ce que je dirais. Comme l'a dit Andy Warhol, chacun a envie de son quart d'heure de gloire. Il a son quart d'heure de gloire. Je rappelle que tous ces candidats sont candidats à la candidature. Ils ne sont pas candidats à la présidence de la République pour l'instant. Alors, tout ça est grotesque et je vais vous dire pourquoi. Guy Debord avait écrit en 67 un livre extraordinaire qui s'appelle « La société du spectacle ». On était en 67. Ces primaires, qu'elles soient de droite ou de gauche, c'est un spectacle grotesque. Ce sont les jeux du cirque qui vont être proposés aux Français au mois de novembre. Tout le monde sera derrière son écran HD, sur LCI j'espère, et tout le monde va regarder ça. Une élection présidentielle, c'est pas ça. C'est la rencontre d'un homme avec un peuple, mais c'est pas une espèce de pétaudière. Et je vais vous dire pourquoi. Droite ou gauche, qu'est-ce qui se passe dans une primaire ? Vous avez 15 candidats, peut-être qu'il en restera 6 ou 8.
Ils sont du même camp, de la même famille politique. Ils ont à peu près le même programme. Ils vont pas tout à fait se tirer les uns sur les autres parce qu'il y en a un qui émergera, qui sera président de la République. Donc l'un des candidats dira « je peux peut-être être Premier ministre, donc je peux pas trop lui tirer dessus ». Et tout ça est une vaste fumisterie, ce sont les jeux du cirque. Je suis contre le principe de la primaire, de droite comme de gauche. Et bien là, c'est mal parti. On va continuer à voir défiler ces candidats. MKM, qui s'est, elle, déclarée sur TF1. On va écouter comment elle l'a fait. Êtes-vous à votre tour candidate ? Oui, je suis candidate. Je suis candidate à la primaire. Alors c'est très court et c'est très téléphoné, Nicolas Boudot. Oui, c'est très téléphoné. Ça rappelle un peu l'entrée en campagne de Mitterrand en 88 qui avait répondu juste oui. Et on a véritablement l'impression que ces candidats à la primaire se rêvent déjà en candidat à l'élection présidentielle. Ça fait un peu candidat à l'élection présidentielle du pauvre. Et c'est vrai que... ces primaires, elles sonnent un peu comme une sorte de Star Academy. On a l'impression qu'on va voter pour le meilleur, taper A, taper B, taper C. Non, mais c'est véritablement ça qu'on est en train de proposer aux Français, aux citoyens. Et donc, on les éloigne, ce faisant, à mon avis, des discours politiques, ou en tout cas de... la puissance et de l'importance que peut revêtir l'élection présidentielle. Pour l'instant... Tout en essayant de se montrer proche des Français, puisque avant même cette intervention sur TF1, elle a tenté quelque chose de nouveau, de teaser son apparition sur le 20h de TF1 dans un clip où elle laisse parler les Français. Je veux faire grandir mon fils dans un environnement sain et que l'on respecte. Je veux que l'on ait tous les mêmes chances de progresser professionnellement en fonction de notre travail et de nos compétences. Alors, est-ce que c'est efficace ce type de clip, Jackie Isabello ? Vous savez comment on appelle ça, nous, dans notre jargon ? Parce qu'on a un gros problème dans nos métiers, c'est souvent on dit on voit pas ce qu'on fait. Alors nous, on appelle ça la com de la com. C'est-à-dire que la com doit faire sa com. On prépare la grande com du 20h par une autre com avec des outils de com modernes. C'est bien, il faut le faire, elle le fait. Apparemment, elle a les budgets pour le faire, ou en tout cas, elle est bien aidée. Et surtout, elle crée du contenu pour que les médias se saisissent de ce contenu pour en faire un temps de communication. Et puis, elle sait que produire du contenu, c'est tout autant de choses que vous n'aurez pas à produire parce que vous êtes tenu par un respect de l'actualité, un suivi de l'actualité. Vos reporters sont là pour ça. Elle vous donne du contenu et puis finalement, ça entretient la machine. Donc, en termes de com', c'est pas mal. Mais en termes d'efficacité du message et de l'intérêt des politiques à l'endroit de nos concitoyens qui sont en grande demande, c'est encore un peu léger. Et on va voir un tout autre style. C'était l'un des premiers à se déclarer. C'était tout simplement le favori actuel, Alain Juppé, dans cette primaire. Et cela tranche avec les meetings et les 20h. Cette phrase, c'est sur son blog. Nous sommes en août 2014. On aura compris que j'ai envie de participer à cette belle construction. C'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat. Le moment venu aux primaires de l'avenir. Le blog sur Internet, donc il s'adresse directement aux Français. Est-ce que c'est moderne, Patricia Balme ? Non, ce n'est pas moderne. Et c'est vrai que quand on veut être président de la République, on s'adresse directement aux Français via une caméra en les regardant droit dans les yeux. C'est vrai que Lionel Jospin avait annoncé sa candidature par fax. On sait l'effet que ça a donné. Maintenant, bon, Alain Juppé est en tête des sondages. Il a annoncé sa candidature comme ça. Il a eu l'occasion de s'exprimer et de parler aux Français directement depuis. Donc, mais bon. Là, ce qui est important, c'est peut-être le timing de partir avant, de couper l'herbe sur le pied. Nicolas Sarkozy n'était pas encore président des Républicains. Des Républicains, oui, il avait besoin de toute façon, Alain Juppé, de prendre son élan de bonheur, de labourer le terrain, de faire des déplacements dans toute la France, ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Donc lui, pour le coup, il mène une véritable campagne pour les primaires qui est quasiment finalement une campagne présidentielle à bas bruit, où en tout état de cause, il fait la même chose qu'avait fait Jacques Chirac en 94. Il parcourt l'ensemble de la France, assez éloigné des médias. Ça avait réussi en 95. Là, il fait la même chose pour la primaire, puis pour peut-être l'élection présidentielle. C'est plutôt pas mal joué. Le fait de se tenir éloigné des plateaux parisiens, à mon avis, est plutôt une bonne tactique dans le cadre de cette primaire. On va partir dans la rue à présent avec la mobilisation des jeunes contre la loi travail.
Et ils font trembler au plus haut niveau de l'État mobilisé contre la loi travail aux côtés des syndicats. On parle du CPE depuis le début. Ces manifestations montrent il y a tout juste 10 ans. On va voir ces images, ces symboles que renvoient les jeunes, images de jeunes dans la rue, ici mobilisés. Pourquoi ces images font-elles si peur aux politiques, Jacky Isabello ? Alors, dans ces séquences-là, pour nous, communicants, on dit qu'on est en période un peu de babysitting, c'est-à-dire qu'on protège un peu le bébé, on n'a pas grand-chose à faire, on n'est pas très actif, il ne faut pas déraper. Et l'angoisse de tout le monde, là, Julien, c'est le 6 décembre 1986, le décès de Malik Oussekine. Les grandes angoisses de la préfecture de police, des policiers, des politiques, des communicants, c'est que se reproduisent ce drame, parce que c'est vraiment un drame. Donc, tant que ça ne se passe pas comme ça, vous avez vu lors de la dernière manifestation, on était à 2 doigts de revoir des images de violences policières. C'est le seul point qu'il faut se garder de diffuser quand on est au pouvoir pendant ces moments-là. Et un mot sur cette nouveauté, les youtubeurs qui s'invitent dans le mouvement, les réseaux sociaux pour mobiliser. Là, on reprend les codes des jeunes. Ce sont des jeunes qui s'adressent aux jeunes. On est dans une efficacité, là, Patricia Ball ? Oui, moi je pense qu'effectivement les réseaux sociaux jouent un très grand rôle dans ce type de manifestation. Maintenant, je ne pense pas que le sujet soit vraiment la loi El Khomri, qui n'a pas que du mauvais. En revanche, c'est vraiment une manifestation des jeunes par rapport à leur avenir, leurs angoisses, qu'est-ce qu'on leur promet pour demain ? Du chômage et les jeunes ont envie de partir à l'étranger aujourd'hui, c'est pas un hasard. Donc en fait, ce grand cri des jeunes, c'est pas contre une loi, c'est juste parce qu'ils sont privés d'espoir pour l'avenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour décrypter l'actualité par le prisme de la communication. C'est comme toujours, comme chaque semaine, restez avec nous. L'information continue dans un instant sur LCI avec un nouveau journal et Damien Givlet.